les forces de l'ordre qui ont dégagé les premiers camions avant que les conducteurs n'aient eu le temps de bloquer les freins, comme hier au même endroit. Cet après-midi, le recours au char n'a donc pas été nécessaire. Les 70 autres camions sont en train de débloquer l'autoroute pour l'instant. Près de Maubeuge, l'un de ces barrages a été le théâtre d'un drame. Un routier qui voulait s'interposer a été écrasé par un poids lourd qui, lui, voulait quitter ce barrage. 3 accidents dus à ces barrages ont fait au total 6 blessés graves, des automobilistes surpris par ces barrages la nuit. D'autre part, après l'accident mortel de l'autoroute A9 près de Montpellier, 7 personnes au total ont été inculpées d'homicide involontaire et d'entrave à la circulation. À Lyon, des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont fait plusieurs blessés et la situation est toujours très tendue à hauteur du pont Pasteur. Reportage Claude Régent. Les affrontements ont commencé en début d'après-midi à l'extrémité du pont Pasteur de Lyon. Les camions dégagés ce matin, ce sont les ambulanciers et les taxis qui avaient pris la relève. C'est des mensonges. C'est la vérité. Les camions de CRS étaient parqués, enfin de la garde mobile étaient parqués ici et nous ont chargés. Ils nous ont sorti des camions, ils ont commencé à nous taper dessus. Bon, sorti des camions, des voitures. La blessure spectaculaire de ce chauffeur routier a entraîné tout au long de l'après-midi une rumeur insistante sur son décès. En fait, il a été rapidement conduit à l'hôpital Saint-Joseph et ses jours ne sont pas en danger. Bilan global des affrontements, 2 blessés et 14 chauffeurs de taxi interpellés. À 17h30, les affrontements se poursuivent. Après plusieurs interventions des forces de l'ordre, la tension est toujours vive dans le quartier. Le gouvernement a donc décidé de manier simultanément la carotte et le bâton en ouvrant hier soir des négociations sur les conditions de travail des chauffeurs routiers avec les syndicats et le patronat. Négociations nocturnes qui se sont terminées sur la signature d'un relevé de conclusion, comme l'on dit, à l'unanimité des participants. Mais vous allez le constater avec le reportage de Romuald de Bonan et Pierre-Laurent Constant du côté de Fontainebleau. La base semble beaucoup plus circonspecte. Dehors, il fait jour, mais à l'intérieur, le moral des patrons est terne. Vous venez ici à reculons? Apparemment, oui. Sous la pression du gouvernement, 2 avancées sociales. D'abord, on passe de 42 à 41 heures payées 39. Ensuite, patrons et clients sont responsables de la feuille de route jubilation syndicale. Non, nous n'avons pas plumé les patrons, nous sommes arrivés à un accord. Tout est dans le choix des mots. En outre, le permis à points fera l'objet d'adaptation. Pas question de suspension. Et maintenant? Oui ou non, la CGT est pour la levée des barrages? Oui ou non? Moi, 9 heures de négociation. Dehors, il fait nuit et l'avenir n'est pas forcément clair. 10 heures ce matin à Fontainebleau, 9e jour de blocus. Les routiers ne parlaient que de ces mesures. Un accord signé par toutes les organisations syndicales et patronales améliore vos conditions de vie et de travail. Nous, ce qu'on veut, c'est un aménagement de ce permis à points, puisque le gouvernement ne veut pas céder, un aménagement du permis à points avec la concertation des routiers. On va me mettre dans un truc, je ne vais pas savoir, il faut une formation, il faut quand même pas mal de choses, ce que je veux dire. On ne peut pas nous recycler comme ça du jour au lendemain, un tel, tiens, vous allez me faire un stockage ici, on va pas savoir. Et un mot surgit à côté des autres revendications, la considération pour un métier mal connu. Nous, on fait ce qu'on nous dit, on est des salariés. Ce qu'il faut, c'est qu'on reconnaisse notre profession, parce que moi, ça va faire 33 ans que je suis chauffeur. Jamais nous a reconnu la profession. Ajoutons à cela que les agriculteurs n'ont pas totalement désarmé. La circulation des trains a été en effet passablement perturbée du côté de Toulouse aujourd'hui ou encore entre Bordeaux et Vintimille, après la destruction d'un caténaire, barrage de pneus brûlés également sur la voie du Paris-Lille et incendie sur un poste d'aiguillage à Narbonne. D'autre part, des chauffeurs de taxi semblent également décidés à entrer dans la ronde. Les opérations escargots se multiplient, notamment à Marseille, comme vous le voyez sur ces images, mais aussi à Lille et dans plusieurs villes du Nord. Barrage d'artisans taxi également ce matin sur l'autoroute A15 à Cergy-Pontoise.
Avec nous sur ce plateau, Paul Quillès, ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Je suppose que vous avez des journées un petit peu rudes en ce moment. Vous avez vu tout à l'heure les images de violence. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type d'affrontement est de nature à relancer la spirale de la violence et le durcissement des derniers irréductibles? Bruno Mazur, on ne pourra pas, bien que certains le cherchent, on ne pourra pas faire passer le message que les forces de l'ordre ont utilisé la violence. La violence, elle est dans le pays depuis 10 jours, par des gens qui ont cherché à bloquer le pays, certains le disaient tout à l'heure, à bloquer l'économie du pays, à empêcher les Français de partir en vacances, à bloquer certaines villes, à bloquer le carburant, à bloquer l'alimentation. La violence, elle est là. Elle est là aussi, où on l'a vu tout à l'heure, avec un mort écrasé dans le nord, près de Maubeuge, 2 morts à Montpellier, il y a quelques jours, un autre dans l'Yonne. La violence, elle est dans ces sévices faits aux étrangers qui viennent sur notre territoire. On l'a vu l'autre jour, à Cluses, en Haute-Savoie, où une voiture allemande a été attaquée. La violence, elle est là. Elle n'est pas chez les forces de l'ordre, qui travaillent dans des conditions difficiles. Et je veux, là, ce soir, leur rendre un hommage tout particulier au CRS, aux gendarmes, aux préfets aussi, qui, jour et nuit, négocient, discutent et organisent avec beaucoup de sang-froid un travail difficile. Car des milliers de camions qui bloquent le pays, ça n'est pas une situation ordinaire. Monsieur Quillès, on l'a vu, on vient de le voir, la base ne semble pas tout à fait convaincue de l'intérêt de l'accord qui a été signé la nuit dernière au ministère des Transports. On a le sentiment que la situation est même assez insaisissable. Il y a de nombreux barrages qui sont démantelés, mais certains réapparaissent aussi vite à quelques kilomètres de là. Un mot sur l'accord qui est intervenu cette nuit. Il faut savoir, on le comprend un peu mieux depuis une semaine, les gens ne connaissent pas bien la profession des routiers, qui est une profession difficile, mais qui est aussi une profession éclatée. Et c'est plus l'ancien ministre des Transports que le ministre de l'Intérieur qui parle. J'ai eu l'occasion de signer des accords avec eux. Simplement, vous avez une profession qui est mal représentée du point de vue syndical, parce que les syndicats sont des syndicats patronaux. Il y a des patrons et il y a des salariés, des petits salariés, et il y en a d'autres qui sont des petits patrons avec un seul camion. Et la représentation n'est pas correcte. Et on les entend d'ailleurs, ces routiers sur les barrages, dire « nous ne nous sentons pas représentés ». Et quand on cherche à discuter avec eux, on le fait depuis 10 jours, on a du mal à trouver des représentants. C'est un vrai problème de société, c'est aussi un problème syndical. Donc nous avons essayé de discuter, nous continuons de le faire. Un accord a été signé avec les organisations représentatives. Il est normal que ceux qui ne se sentent pas représentés par les syndicats rejettent. Mais s'ils regardent, plus déterminés, apparemment. S'ils regardent par le détail les avancées qui ont été faites, tant sur le permis à points, je ne reviens pas, ça a été dit plusieurs fois, le mouchard, le chronotachygraphe, leurs revendications ont été prises en compte. Sur le plan des conditions de travail, ils ont des conditions de travail souvent très difficiles. Des avancées importantes ont été faites cette nuit. Alors moi j'ai envie de leur dire, vraiment, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir, vraiment arrêtez ce mouvement. Vous avez fait la preuve que vous existez, vous avez fait la preuve que vous avez des problèmes, ces problèmes sont pris en compte. Maintenant, il faut arrêter de paralyser l'économie de notre pays. Ceci étant, je dois dire que le travail qui est fait par les forces de l'ordre, encore une fois avec beaucoup de sang-froid et de mesures, a permis de lever depuis hier 90 barrages fixes. Ce sont des barrages fixes, il n'en reste plus que 26, alors qu'il y en avait 116 hier. Les autres dont on parle ici ou là sont des barrages filtrants qui entravent moins la circulation. Merci, monsieur le ministre. On vous retrouve dans un instant pour dire un mot des conséquences économiques et puis de l'image de la France à l'étranger que donnent ces mouvements. En tout cas, traverser actuellement la France par la route relève encore souvent de l'aventure. Témoin ce reportage qui pourrait être sous-titré « Heureux qui, comme Lénart, a fait un beau voyage ». Kilomètre 50 sur l'autoroute du Soleil, 14h hier après-midi. Pas un chat, ni voiture, ni barrage. Vous pouvez nous dire combien de clients vous avez eu depuis ce matin, à peu près? Ce matin? Oh, on va gonfler un peu la sauce. 5. Moi, j'habite là dans le coin et il y a donc une ouverture là, qui normalement est fermée. La gendarmerie m'a dit que si je voulais venir chercher de l'essence ici, je pouvais le faire. 300 bornes de bitume et de bonheur. Le dernier barrage a été levé en fin de matinée. Sortie obligatoire à Beaune. À se demander pourquoi jusque-là on a fermé l'autoroute. Réponse à la question au PC de la gendarmerie. Si ça se débloquait ailleurs, il n'y aurait aucun problème. Et comme la situation ne se débloque pas ailleurs, ça veut dire que les mouvements étant un peu tournants, si on remet en circulation, ils vont à nouveau intervenir dessus. 19h, Chalon-sur-Saône. Paella géante, les routiers sont sympas, mais les ennuis commencent. Barrage filtrant tout autour de la ville. Depuis 8 jours, les routiers tiennent bon.
ils ne négocieront pas n'importe quoi. Puis on rejette tous les syndicats. Pourquoi? Parce que c'est pas les syndicats qui nous ont payé le permis, puis c'est eux qui nous nourrissent quand on est en suspension de permis. 21h, retour sur l'autoroute au sud de Mâcon. Les restaurants finissent leur stock. Chômage technique pour une partie du personnel servi froid. Donc là, on n'a plus rien, il nous reste steak haché et grillade de bœuf. Voilà. Une dizaine de routiers ont fait du restaurant leur quartier général, l'endroit où ils refont le monde en attendant que ça passe. Vous soutenez quand même les gens qui bloquent le trafic? Ben, 2 fois qu'une, oui. Il vaut mieux. Il ne faut pas rêver, non? Oh, on est chauffeur, on n'est pas. Vous préférez rester quand même ici qu'aller sur les barrages? Ben, on est plus tranquille. Hein. On est bien reçu, tranquille, bien. Minuit, Lyon. Pour les valeureux vacanciers, le pire est à venir. Au sud de Montélimar, les routiers bloquent tout sur 100 km à la ronde. Ceux qui s'y aventurent sont pris au piège. 2 heures du mat, ras-le-bol. Tous les gens, les touristes, moi je trouve, lorsqu'ils ont fini les vacances, et c'est fini l'action des transporteurs, les touristes devraient se mettre devant les camions et dire maintenant c'est notre tour, vous ne devez pas travailler non plus. Donzère est un barrage dur. La circulation ne reprend qu'à 6 heures le matin. Serge, petit patron de Perpignan et chef du barrage, se paye Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport. Il prend son courage à deux mains, il monte dans un camion avec un gars, et il part 1 semaine ou 15 jours. Il mange quand il mange, il dort quand il dort, il pisse quand il pisse. Je crois pas qu'il va résister longtemps. 2 heures pour contourner le blocus. Après Orange, ça roule. 6 heures du mat, Marseille, la bonne mère prend le frais. 19 heures de route entre Paris et la côte. On a vu pire. Je vous le disais en début de journal, selon le ministère de l'Intérieur, ont été entièrement démantelés des barrages dans une bonne quinzaine de départements. Reste donc encore pas mal de points noirs. Tout de suite, un point avec Michel Fine à Rosny-sous-Bois. Les grands axes sont en train de se dégager, sauf ici, à hauteur de Falampin, où les routiers ont reconstitué le barrage. Les forces de l'ordre sont présentes et sont prêtes à intervenir à tout moment. Si on prend la route vers le sud, l'autoroute A1 est actuellement dégagée jusqu'à Paris. L'autoroute A6 est également dégagée jusqu'ici, jusqu'à Beaune, où une déviation a été mise en place entre Beaune et Châlons. Ensuite, on peut reprendre la route en toute tranquillité jusqu'à Orange, où il y a quelques ralentissements. Des problèmes également ici, au niveau de Poitiers, où plusieurs barrages ont été mis en place. Il y a une déviation, mais la déviation est actuellement occupée, bloquée par les agriculteurs. Attention également ici, sur la 62 et la 113, elles sont toutes les deux bloquées entre Toulouse et Marmande. D'autres barrages, d'autres problèmes, à Laval, au Mans, à Caen, au Havre, ici au nord au niveau de la frontière belge et dans l'est au niveau de Strasbourg et de Mulhouse. Finalement, il n'y a que la route vers la Bretagne qui est totalement dégagée. Plus le mouvement dure, plus bien sûr les répercussions économiques sont importantes. Impossible de dresser la liste de toutes les entreprises ou secteurs d'activité qui connaissent actuellement des difficultés plus ou moins sérieuses. Par exemple, 4 usines de montage Renault fermées ce matin. Risque de chômage technique chez Michelin, Clermont-Ferrand. Agriculteurs et arboriculteurs sont également très touchés. Beaucoup de fruits et légumes pourrissent sur place. En Bretagne, chômage technique dans les abattoirs de porc et suspension des ventes de poissons à la criée. Difficultés d'approvisionnement également en région parisienne. Reportage à Rungis, Pascal Golomer. Appétissant? Sûrement. En voie de disparition? Peut-être. C'est du moins l'avis de certains grossistes en produits laitiers qui ce matin faisaient grise mine à Rungis. Les arrivages sont rares et les stocks s'épuisent. Les reblochons sont bloqués sur les routes, sur les autoroutes, les tomes de Savoie, les emmental et dans les produits de Hollande aussi qui sont des arrivages importants, on ne va rien recevoir cette semaine. Même inquiétude dans les halles voisines. Les fruits et légumes produits dans le sud du pays ont bien du mal à franchir les barrages. Il faut se débrouiller, c'est le système D, faire passer les camions à droite, faire passer les camions à gauche. Mais c'est vraiment pas facile et c'est une situation qui est intolérable, qui ne peut pas durer. Pourtant, selon la direction du marché, les approvisionnements ne seraient en baisse que de 20%. Pas de quoi provoquer une pénurie, d'autant qu'avec les vacances, les consommateurs d'Île-de-France sont moins nombreux. Du coup, les prix restent stables. Nous n'avons pas eu de vrais problèmes d'approvisionnement. Même on peut considérer que hier, il y a eu dans certains secteurs un certain excès d'offres sur la demande. Un optimisme que ne partagent pas les professionnels des fruits et légumes. Leurs représentants sont venus cet après-midi devant Matignon pour demander de l'aide au gouvernement, sans succès pour l'instant.
Et puis le conflit s'internationalise. La Commission de Bruxelles a en effet critiqué le blocage des autoroutes qui entrave la libre circulation en Europe. Certains gouvernements européens se plaignent tout à fait officiellement maintenant des pertes subies, notamment les Espagnols ou encore les Néerlandais qui estiment avoir déjà perdu environ 750 millions de francs. La pagaille sur les routes françaises a été évoquée cet après-midi au Parlement européen de Strasbourg. Sur place pour antenne de Christine Boss. Des poids lourds qui bloquent la frontière franco-allemande, ce n'est plus seulement la France, mais l'Europe qui est en panne. La preuve, certains parlementaires européens ont eu beaucoup de mal à venir siéger à Strasbourg. Monsieur le Président, après avoir pris 10 heures pour traverser la France et venir jusqu'ici, je pourrais vous parler de mon expérience personnelle. Et voilà comment un sujet franco-français devient un débat européen. Mais il est vrai que la libre circulation des biens, des personnes et des services n'est plus assurée. Certains pays comme l'Espagne et le Portugal attendent leurs touristes et leurs marchandises moralité. J'espère que le gouvernement français décidera de son propre gré de verser des compensations à tous ceux qui ont subi des pertes économiques. Plus perfide? Apparemment, il est plus facile au président français de faire ouvrir l'aéroport de Sarajevo que de dégager son réseau autoroutier. Depuis plusieurs jours, la situation en France provoque des ricanements de plus en plus accentués de la part de la presse européenne. Exemple, ce journal suisse qui affirme, je le cite, « Beaucoup de Français ont admiré le courage de François Mitterrand à Sarajevo, mais ils aimeraient qu'aujourd'hui le président dise leur fait au camion obtus ». Dans la perfide Albion, les critiques sont encore plus venimeuses. Ainsi, le Sunday Express qui constate « Ah, si les Français avaient été moitié aussi bons à bloquer leur route en 40 ». Commentaire de notre correspondant à Londres, Christian-Marie Monod. L'image qui agace les Britanniques, leurs camions bloqués sur les routes françaises. Depuis le début du conflit, télévision, radio, journaux rendent largement compte du conflit, interviewant même des routiers français dans la langue de Shakespeare. Pour la presse populaire, les sujets de Sa Majesté sont pris en otage par des mangeurs de grenouilles insupportables. Les journaux sérieux sont impressionnés par les moyens de guerre mis en œuvre pour débloquer les routes. Tanks, forces anti-émeutes. Une publicité propose même de découvrir la France en évitant les camions, les îles anglo-normandes. Les Britanniques observent la situation avec plus d'humour. Ils notent tout de même que la France ne respecte pas l'esprit européen en empêchant la libre circulation des hommes et des marchandises. Il faut bien le dire, Paul Quilles, on est un petit peu la risée d'une bonne partie de l'Europe. Alors je suppose que ça vous agace quand vous entendez un parallèle entre Sarajevo et Senlis. Je trouve que c'est très déplacé et les donneurs de conseils devraient réfléchir à la façon de procéder dans une situation identique. Quant à nos amis britanniques, ils devraient se souvenir qu'ils ont eu une grève des mineurs qui a duré longtemps. Il est facile de voir la paille dans l'œil du voisin. Il est peut-être parfois plus difficile de voir la poutre que l'on a dans son propre œil. Ceci étant, il est vrai que ce conflit a des conséquences démesurées par rapport à l'objet du conflit lui-même. Et je crois que ce sera, j'espère, une raison supplémentaire pour tous ceux qui sont encore sur les barrages, s'ils aiment leur pays, pour arrêter rapidement ce conflit. Précisément, rapidement, d'un mot pour vous, est-ce que vous donnez quel délai pour que... Je pense que les opérations qui sont actuellement en cours devraient permettre à l'axe nord-sud, c'est-à-dire par Lille, Paris, Lyon, Marseille, d'être dégagées demain. Merci Paul Quilles pour toutes ces précisions et ces commentaires. 45 000 litres de bière ont été consommés à Munich à l'occasion de la réunion du G7. Pas seulement bien sûr par les 7 chefs d'État et de gouvernement, mais aussi par les délégations et les journalistes très nombreux là-bas. Hier soir, François Mitterrand est tout de même allé faire une petite pause dans une brasserie munichoise pour boire une chope et manger une saucisse. Ce sommet des pays industrialisés s'est terminé par la publication tout à l'heure d'une longue déclaration politique. L'un des points les plus importants concerne bien sûr la Yougoslavie. Des précisions tout de suite avec l'un de nos envoyés spéciaux, Georges Bortoli. Dans l'ancien palais des rois de Bavière, Helmut Kohl avait ce matin la démarche résolue du deuxième jour des sommets, le jour où l'on commence à prendre des décisions. Effectivement, les 7 ont adopté sur la Yougoslavie une déclaration assez musclée. Lue ce matin par le ministre des Affaires étrangères allemand, elle précise que si les opérations pour secourir Sarajevo sont menacées, le Conseil de sécurité devra examiner d'autres moyens, éventuellement des moyens militaires. George Bush et sa délégation se sont ralliés à ce texte, lui donnant ainsi le soutien de la puissance américaine. M. Mitterrand a fait remarquer qu'il valait mieux prévenir que guérir. Il a fait inscrire dans la déclaration, avec le soutien de M. Kohl, l'éventualité d'une conférence internationale sur la Yougoslavie. Bref,
Le sommet des pays riches, sans vouloir s'ériger en directoire mondial, pousse à la roue pour abréger le drame de la Bosnie, où les Serbes, mais aussi les Croates, sont appelés à la plus grande réserve. Ce G7 deviendra peut-être un jour prochainement un G8 avec l'entrée dans ce club très fermé de la Russie. Ce soir, Boris Yeltsin dîne en compagnie des 7 à Munich pour plaider une nouvelle fois une demande de crédit. Bernard Tapie s'était donné jusqu'au début des vacances pour choisir entre les affaires et la politique. Apparemment, il a choisi. Bernard Tapie a en effet vendu Adidas au groupe britannique Pentland, un chèque d'un peu plus de 3 milliards de francs qui devrait permettre à Bernard Tapie de dégager une plus-value brute de 6 à 700 millions de francs. Commentaire Maryse Manot. D'Adidas, il ne lui reste que 2 choses, des chaussures de sport et l'argent de la vente. Car s'il perd l'affaire de sa vie achetée il y a seulement 2 ans, Bernard Tapie empoche au passage une belle plus-value. Une fois reçu le produit de la cession d'Adidas, non seulement BT Finance n'aura plus aucun endettement d'aucun type, mais en plus aura grosso modo 900 millions, 1 milliard de cash compte tenu de la vente des autres petits actifs qui sont en train de céder. Donc il va se trouver à la tête d'une tirelire et on verra bien ce qu'il en fait à ce moment-là. L'acheteur britannique, propriétaire de la marque Pony, a bien joué. L'an dernier, il aide Bernard Tapie à rembourser ses emprunts, mais exige en contrepartie 20% du capital d'Adidas et un droit de préemption sur le reste en cas de vente. Cet accord lui permet aujourd'hui de rafler la mise juste avant les Jeux Olympiques, en lieu et place de Bernard Tapie. Bernard Tapie, c'est un politicien et je ne sais pas s'il est un manager ou non parce que j'ai parlé toujours avec Madame Beau. Les Anglais voient en Bernard Tapie un homme politique. La politique, c'est toujours la passion secrète de Tapie, qui espère être blanchi dans l'affaire Toshiba Tranchant avant de tenter d'y revenir un jour. Au Tour de France cycliste, un Français chasse l'autre. Le jeune Richard Virenque s'est en effet dépossédé de son beau maillot jaune par son coéquipier Pascal Lino. Commentaire Claude Aymar. Dominique Arnoux dimanche pour la victoire d'étape. Richard Virenque hier pour le maillot jaune. Pascal Lino aujourd'hui encore pour le maillot jaune. Décidément, les Français marchent bien en ce début de Tour. On a toujours tendance en France à se faire beaucoup de soucis si on n'a pas un garçon capable de remporter le Tour. On se rend compte que les Français sont capables de briller dans le Tour de France et surtout les jeunes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a de la relève derrière. Alors, première raison de cet éclat actuel, les Français du peloton sont arrivés en forme. Témoin, les nombreuses victoires tout au long de la saison et dans des classiques prestigieuses comme Paris-Roubaix. Deuxième raison, ils n'hésitent pas à attaquer ou se glisser dans des bonnes échappées. Arnoux et Virenque, quasiment en solitaire les 2 premiers jours, Pascal Lino dans un groupe aujourd'hui. Un groupe de 10 coureurs partis au kilomètre 102. Il y a là 3 Hollandais, 3 Belges, un Italien, un Australien et 2 Français. 2 Français, c'est-à-dire Jérôme Simon et Pascal Lino, donc coéquipier du maillot jaune. Les 10 hommes vont compter jusqu'à 14 minutes d'avance sur un peloton qui laisse faire, même si les Banesto et les Gatorade donnent un peu la chasse. À 10 km de l'arrivée, ils ont pourtant toujours 8 minutes 40 secondes d'avance. Là, c'est gagné. Le maillot jaune va donc changer d'épaule tout en restant dans la même équipe. C'est les circonstances de course qui ont décidé ainsi. Ça aurait pu très bien être un autre, c'est moi. Bon, je suis un petit peu déçu pour Richard, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis content. Le malheur d'un a fait un peu le bonheur de l'autre, quoi. Lors du sprint, c'est le Hollandais Armeling qui l'emporte devant le Belge Morels et l'Italien Girotto. Au classement général, Pascal Lino devant son copain Richard Virenque d'1 minute 54 et Miguel Indurain de 6 minutes 28 secondes. Je vous propose pour terminer ce journal encore bien austère de sourire et de rire avec un petit tour au théâtre de la Michaudière pour la puce à l'oreille de Feydeau, mise en scène par Jean-Claude Brialy. C'est l'histoire de Raymond qui a la puce à l'oreille, je veux dire que tout la porte à croire que son cher mari la trompe et qui tendra un piège à ce misérable. Une comédie de Feydeau, c'est un véritable mécanisme d'horlogerie. Image Jacques Girard. Avec Feydeau comme nouveau locataire, ça déménage à la Michaudière. Demandez le programme. Au programme, une mécanique pleine de rythme. C'est une performance de sportif. Ça demande une énergie terrible, et principalement le samedi quand on joue 2 fois de suite. Coucou, attends un peu. Tiens, c'est pas lui. Ah, la
la biographie de Feydeau. De Gidel, qui est un grand spécialiste, et qui parle d'un collaborateur que Feydeau a eu, et qui était un ancien ingénieur des chemins de fer, et qui a passé sa vie donc dans les horaires et dans les croisements de train, les correspondances. Et je crois que ça fonctionne de la même façon. C'est un ajustement de rencontres, de quiproquos qui est absolument mathématique. Feydeau, mathématiques et même physique, très physique. Si je fais pas le sport, je pense que je serais épuisé physiquement. Et d'ailleurs, au troisième acte, je crois que je dois perdre entre 500 grammes et 1 kilo. Alors, moi, si je perds 1 kilo, le père Renaldi, il en perd 4 ou 5. Il est plus gros? Non, mais parce qu'il bouge 10 fois plus et puis il change beaucoup de fois de costume. Moi, j'ai qu'un seul costume. Feydeau, ça ne peut se jouer que tambour battant. Alors évidemment... C'est crevant, mais c'est fabuleux. C'est crevant parce qu'il y a des changements qui sont diaboliques derrière. J'ai environ 4-5 secondes pour changer de peau, changer de coiffure et changer d'oripeau. C'est un théâtre de situations, de sentiments un peu fous, c'est un théâtre de folie. Le vaudeville, ça peut aller très loin, jusque dans le surréalisme. Profitez de votre trouble tant qu'il est chaud. Tournez le voyou. Dans ces moments-là, les sensations sont bien plus intenses. Allons, venez. Viens, venez. Quoi, qu'est-ce que vous faites? M'entraînez-vous? Mais là où le bonheur nous attend. Ça laisse pas de place à l'improvisation. Oh! Ah ben pas du tout. Mais il faut pas chercher parce que ce sera moins bien que ce qu'il a écrit. Non. Demandez le programme. Et dire que Feydeau, ce monstre de précision a fini interné. Résultat, à la Michaudière, on rit à la folie. Un mot de bienvenue à nos amis japonais, téléspectateurs japonais. En effet, le journal d'Antenne 2 sera désormais diffusé sur la NHK, la chaîne publique japonaise. Un accord en ce sens vient d'être signé par Hervé Bourges et son homologue japonais, président de la NHK. Au programme ce soir sur Antenne 2, Banzai, ça les Japonais comprennent, avec Coluche, film suivi d'un débat sur les assurances, débat animé par Claude Sérion, comme tous les mardis. Le dernier journal vers minuit en compagnie de Philippe Gassot. Bonne fête au Raoul, restez cool. Dans un instant, la météo en compagnie de Laurent Romeshko. Le soleil va gagner du terrain et personne ne va s'en plaindre. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci, à demain 20h. Des trains pas comme les autres, couronnés d'un set d'or, nous emportent pour de fabuleux voyages à travers le monde. Décors et services de rêve à la découverte du Kenya, embarquement immédiat. Des images inoubliables où les fauves et les animaux se réveillent, prennent un bain ou le petit déjeuner avant de repartir vers de nouvelles contrées. Des trains pas comme les autres, jeudi 20h50. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. Fraîcheur et propreté, voici Ajax, si bleu, si lumineux. Tout est soleil, c'est merveilleux. Tout brille sans trace, plus besoin de rincer. Bonjour fraîcheur, adieu corvée. Vive Ajax, vive la liberté. Ajax classique, Ajax citron vert, un brillant sans rincer dans toute la maison. Ajax à nous, la liberté. Et si je faisais du poulet basquaise avec les préparations Uncle Ben's? C'est parfait. J'ai déjà du poulet. J'ajoute simplement la sauce basquaise, facile à cuisiner avec ses délicieux petits légumes. Je sers avec du riz Uncle Ben's et voilà, un poulet sauce basquaise en quelques minutes. Uncle Ben's, tout ce qu'il fait, c'est parfait. La rouille va dérouiller. Frametto. Mon déodorant, c'est le nouveau Vie Active aux microcapsules. Il est comme moi, plus actif dans les moments importants. Innovation Vie Active. Chaque fois que la transpiration s'accélère, les microcapsules libèrent des actifs déodorants.
Résultat, il me protège quand j'en ai le plus besoin et il est sans alcool. Alors faites le geste Vie Active. Vie Active aux microcapsules, plus vous en avez besoin, plus il vous protège. Pédigré pâle, c'est qu'il faut 5000 calories chaque jour à la mère de ce chiot pour nourrir ses petits. Depuis 25 ans, nos vétérinaires et nos nutritionnistes ne cessent d'améliorer leurs connaissances. Pédigré pâle, progressez tous les jours, c'est mieux vous servir. Vous exigez une propreté parfaite pour vos vêtements préférés, mais vous craignez de les abîmer. Pas moi. Plus maintenant. Pas depuis que j'ai essayé le nouveau Coral Intense. Certaines lessives n'abîment pas les couleurs, mais la propreté n'est pas toujours parfaite. D'autres lessives lavent bien, mais délavent les couleurs. Coral Intense a des agents lavants concentrés et des protecteurs de couleurs. La propreté est parfaite, les couleurs éclatantes. Mon chemisier est impeccable. Et le jaune n'a pas bougé. Avec Coral, je porte ce que je veux, quand je veux. Coral Intense, le vrai spécialiste des couleurs. Frametto présente Frametto Décor, une gamme de couleurs anti-corrosion. Frametto Décor, pour finir le travail en beauté. Pim's, il y a 20 ans que je connais, que je cherche d'où vient son goût si unique. Et la semaine dernière, tout à coup, le déclic. Il fallait lire Pim's à l'envers. Suite, ce qui, en vieux gallois, signifie à peu de choses près tatin. Pim's, son secret est dans un coffre dont la clé est au fond d'un puits. Oh, mais c'est... Mais arrêtez de me coller comme ça. Sous-vêtements Orly, le confort c'est si simple. Saladette de l'Ossueur, c'est un peu du goût du soleil. Des parfums en abondance. Les sensations qui se bousculent. Saladette, c'est l'attrait des saveurs imprévues. Le palais qui s'en souvient. Saladette, elle fait si bien parler les salades. Pas d'erreur, c'est le sieur. Pour avoir des jambes douces, très douces, vous devez enlever tous les poils. Mais vraiment, tous les poils. Avec le nouveau Satinel Philips, même les plus courts sont enlevés tout en douceur grâce à son pincette système exclusif. Nouvel épilateur Satinel Philips, des jambes douces plus longtemps. Le temps de vivre. Avoir des forces pour le travail, c'est bien. En avoir pour le reste, c'est indispensable. C'est pour cela que les protéines sont si utiles. Et justement, Jockey contient des protéines. Prenez des forces, prenez Jockey. Danone. La route est dangereuse pour tout le monde, même pour les bons conducteurs. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton va plus vrai. Pour eux, il faut rendre l'assurance touriste moins chère. On est numéro 1, oui ou non? Confiez la beauté de vos cheveux à un expert. Nouvelle ligne de soins Sunsilk, élaborée et testée avec l'Institut Jean-François Lazartigue. Une seule cuillère suffit. Maxwell Qualité Filtre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Avant d'examiner le temps qu'il fait, le temps qu'il fera dans les prochains jours sur l'ensemble de la France, je vous propose une petite balade dans l'espace. Tout de suite, nous embarquons à bord de la navette américaine Columbia. Voilà la salle de contrôle. Nous sommes dans la navette Columbia qui tourne en ce moment autour de la Terre et qui a tourné ces images de cyclone, probablement au large des Philippines. Vous voyez bien là l'œil du cyclone et toute cette masse nuageuse autour. Une image qui paraît vraiment sereine, alors qu'à proximité de l'œil du cyclone, les vents soufflent à plus de 300 km/h. De la navette, nous passons au satellite Météosat qui, lui, est géostationnaire au-dessus de nos têtes pour voir un petit peu comment ça se passe. Tout d'abord sur l'hémisphère nord, avec ce creux dépressionnaire qui s'évacue vers l'est et qui commence à se combler, cette goutte froide qui a donné pas mal d'orage ces jours derniers, et l'anticyclone qui revient. On regarde tout de suite sur l'ensemble de l'Europe.
de plus près pour voir un petit peu comment ça se passe. Il y a toujours cette goutte froide qui tourne un petit peu, qui s'évacue vers l'est. Et puis l'anticyclone qui revient, qui va nous amener des éclaircies, tout d'abord sur les côtes atlantiques et puis sur tout le nord-ouest du pays en général. Encore un petit peu d'instabilité sur le sud-est du pays pendant encore 1, 2, 3 jours avec des orages. Pour demain, voici la couleur du ciel proposée par Météo France avec de larges éclaircies sur toutes les régions allant du bassin aquitain jusqu'à la Bretagne et jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et jusqu'aux Ardennes en passant par le bassin parisien, les régions centre, les Pays de Loire. Un petit peu plus de nuages probablement sur les côtes de la Manche. Sinon, eh bien, sur toutes les régions allant de la Franche-Comté jusqu'aux Pyrénées, là c'est encore un ciel bien chargé avec peut-être demain de belles éclaircies, mais en tout cas des averses qui se produiront sur les reliefs et encore des orages, particulièrement sur les Alpes, mais aussi le Massif central, ainsi que la Corse et peut-être aussi sur les Pyrénées. Demain, il n'y aura plus de vent, plus de tramontane, plus de mistral, ce qui fait que le ciel sera encore sera chargé demain sur le pourtour méditerranéen. Les températures prévues pour demain matin au lever du jour, elles sont encore basses pour la saison. 10 degrés à Cherbourg, un maximum de 14 degrés dans l'est de la France et au sud de 11 degrés à Limoges et un maximum de 15 degrés pour Biarritz ainsi que Perpignan, Nice et la Corse. L'après-midi, voici ce qu'afficheront vos thermomètres. Des températures relativement homogènes sur l'ensemble du pays, de 20 à 26 degrés sur la moitié nord et de 22 degrés à Biarritz sur la moitié sud et un maximum de 26 degrés pour Marseille, 24 à 25 sur la Corse. Des températures homogènes puisque sur le nord nous aurons du soleil, au sud nous aurons des nuages mais encore de l'air chaud. Nous sommes aux portes de ces vacances d'été pour tous les écoliers, tous les étudiants. Alors voici comment débuteront ces vacances scolaires, sous quel ciel elles débuteront. Mercredi nous l'avons vu, jeudi une alternance de nuages et de belles éclaircies, encore des orages sur le relief et un ciel chargé sur les côtes de la Manche. Vendredi, des bruines sur les côtes normandes le matin, un ciel en général nuageux sur la moitié nord, le soleil sera lui sur la moitié sud, mais encore un risque orageux sur le sud-est. Samedi, le risque orageux disparaît complètement, ça va être nuageux sur la moitié nord, un ciel clair avec beaucoup de soleil au sud, et puis dimanche, du soleil au sud encore, et puis sur la moitié nord, des éclaircies qui devraient être un petit peu plus généreuses, notamment sur les côtes de la Manche. Et puis vous voyez, sur les 4 prochains jours, eh bien, les températures seront dans l'ensemble en hausse. On retrouvera des températures conformes aux normales saisonnières. On termine par l'éphéméride. Demain, nous serons le mercredi 8 juillet. Nous perdons 2 minutes d'ensoleillement. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à Thibaut ainsi qu'à Eugène. Le soleil se lèvera à 5h58. Je vous retrouve demain matin dans Télématin aux côtés de William Lémergie. Très bonne soirée à tous sur Antenne 2, bien sûr, avec Coluche et Banzai. Au revoir. Ne touchez pas à ça! C'est le plat du pureur! Je vous présente aux agents Wendy Hawks. Pas de fiancé, pas d'amis. J'ai pas le temps. J'ai toujours à droite, à gauche. Je suis un vieux crocodile solitaire. Le crépuscule des lâches. 2 bras courts, une grosse moustache et une petite queue. C'est faux. Je n'ai pas les bras courts. Un commando de casse-cou comique en mission suicide dans le Pacifique. Avec Martin Lamotte, Véronique Jeuneste. Nous avons une mission à remplir. Et Philippe Bruno. Le monde libre nous regarde. Le crépuscule des lâches, mercredi 22h15. Cet été, prenez le temps sur Antenne 2. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Tarbes, Las et Ulster du Cadran, le 9, ont décliné la lutte dans le pari tiercé écarté plus quinté plus qui secourait il y a quelques minutes sur l'hippodrome de Vincennes. Nous sommes dans le haut de la montée, Urvillet et Casaque Noir, Toc Rose à l'avantage. Il est accompagné par Vivaldi de Chenu. Un bon effort à l'extérieur de la Casaque Bleu, Toc Jaune. Il s'agit d'Uri, tandis que le favori Taldon attend dans son dos. On le reconnaît à ses petites œillères noires. Bientôt l'entrée du dernier tournant avec Urvillet le long de la corde, attaqué par Uri. En 3e position, Trotteroom qui est accompagné par Vivaldi de Chenu, Casaque Grise, Toc Rouge. Et regardez maintenant tout à l'extérieur le violent effort de Taldon qui se porte sur la ligne des premiers. Son driver vient de se retourner et il va attendre l'entrée de la ligne d'arrivée. En 6e position se rapproche Unwisdom. Le long de la corde Casaque Noir vient Katalinska qui est accompagné par Unamura. L'entrée de la ligne droite avec Urvillet qui a toujours l'avantage, mais Uri se porte à ses côtés et en 3e épaisseur se rapproche Taldon, lancé maintenant par Jean-François Popo, son driver. Il reste 150 mètres à parcourir
Taldon fait facilement la différence. Urvillet le long de la corde tente de résister à Uri, Kazakh le toque jaune, mais ce dernier se montrera plus pugnace. Il se classe deuxième devant Urvillet troisième, Vivaldi de Chenu en dehors quatrième et Katalinska qui règle room aux abords du poteau d'arrivée. La victoire pour le 14 Taldon devant le 10 Uri, le 4 Urvillet, le 2 Vivaldi de Chenu et le numéro 13 Katalinska. Je vous rappelle qu'il y avait 2 noms partants, l'As Tarbes et le 9 Ulster du Cadran. On revoit la phase finale de cette compétition avec la superbe domination de Taldon qui vient de laisser sur place ses adversaires, dont le plus entreprenant sera Uri qui se classera deuxième. Un rappel de la bonne combinaison, 14, 10, 4, 2 et 13. Prochain rendez-vous avec les trotteurs jeudi soir à Vichy. Je vous signale également qu'à partir du 14 juillet, les nocturnes reprennent sur l'hippodrome de Cabourg. Excellente soirée à tous. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Bonsoir. Le mot d'assurance, c'est plutôt un joli mot. Et théoriquement, nous devrions être donc rassurés. Ce n'est pas toujours le cas. Globalement, il faut savoir que de façon très mathématique, il y a beaucoup moins de risques encourus que de contrats signés. Ce qui signifie un marché prospère et plutôt fructueux. Les compagnies d'assurance s'y retrouvent. Mais nous, comment on s'y retrouve? Face notamment à la rédaction des contrats. Pendant le pays d'Europe où le cinéma se porte le moins mal. Émotion, charme, érotisme, impertinence et séduction, indiscrétion polissonne, frissonnement de plaisir, rendez-vous galant avec des passions insolites. Un univers de sensualité s'offre à vous tous les vendredis soirs avec 3615 Girl. Madame, qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous aider à épingler Bama McCall? Politicien véreux et tout-puissant, Bama McCall n'a qu'une seule faiblesse. Il fait confiance à son ancien copain, Burt Reynolds. Et qu'est-ce que tu viens foutre ici? Il paraît que tu es devenu un caïd dans le secteur. Lauren Newton, dans le premier film de Burt Reynolds, Gator, jeudi 20h40. Je connais cette femme, Lynn Terrano. C'est elle qui m'a montré les livres de contes bidons de McCall et Caffrey. Easy action. Joe. What do you mean, Joe? My name's Roy. Well, come here, Roy, and get groovy. You been uptown? No, I ain't been uptown, but I've been around. You mean to say you ain't been uptown?
No, I haven't been uptown. What's uptown? Pleasure you're about, and you feel like stepping out. Oh, you've got to shout, let me off uptown. If it's rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to feel is, let me off uptown. Got those rib joints, got those juke joints, got those hip joints. Where could a fella go to top it? If you want to pitch a ball and you can't afford a hall, all you've got to call is, let me off uptown. Anita, oh Anita. Say, I feel something. What you feel, Roy? The heat? No, it ain't the heat. It must be that uptown rhythm. Because I feel like blowing. Well, blow, Roy, blow. Bonjour, ça décoiffe ça, hein. Roy Eldridge à la trompette, Anita O'Day et Gene Krupa. C'est une véritable petite merveille, un clip qui nous arrive d'Amérique. Un beau document. Et je pense que vous êtes nombreux à être heureux de revoir à l'image dans Jazz 6 des artistes comme Roy Eldridge et Gene Krupa. On en verra d'autres dans les semaines qui viennent. Ce soir, jazz français dans Jazz 6, puisque je vais avoir le plaisir de vous présenter un orchestre dont on parle beaucoup actuellement, le Nonette, c'est-à-dire 9 musiciens, le Nonette d'Arnaud Mattei. Mais avant cela, et comme d'habitude, quelques petites informations. D'abord, le TBB Jazz Festival, voilà, qui a démarré déjà et qui se tient comme chaque année au théâtre de Boulogne-Billancourt. Belle affiche essentiellement française avec, entre autres, Didier Lockwood, le violoniste Didier Lockwood, avec son nouveau groupe, Didier qui vient de sortir un compact que vous allez voir, voilà, un compact où il joue en trio avec Jean-Marie Écaille à la guitare et Alain Caron, le bassiste du groupe Uzeb, le bassiste donc du groupe Uzeb, j'en perds mes pédales, mais dès qu'on parle d'Uzeb, c'est à peu près comme si on parlait de Patrick Bruel. Hein, je dis bien toute proportion gardée, Uzeb est encore plus populaire. Bon, ils sont donc, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, ils sont donc au théâtre de Boulogne-Billancourt avec beaucoup d'autres. Claude Bolling sera aussi à l'affiche, Claude Bolling avec son big band, Aldo Romano, John McLaughlin, voilà, le beau John, Michel Legrand et le George Gruntz Concert Jazz Band. Formation, vous aviez vu récemment dans Jazz 6. Côté disque maintenant, j'aimerais vous signaler une nouvelle collection qui s'intitule Pour ceux qui aiment le jazz, voilà, et qui est parue chez Tréma. Alors, ce sont quelques-uns des plus fameux concerts qui furent organisés dans les années 60 et 70 par Franck Thénault et Daniel Philippaki. Ça paraît chez Tréma. Vous y trouverez, vous avez déjà vu quelques exemples, il y a aussi Lionel Hampton, il y a beaucoup d'autres artistes. Évidemment, ce sont des concerts qui, à l'époque, étaient enregistrés par Europe numéro 1, donc vous avez une prise de son et il y a Cannonball Adderley aussi, prise de son tout à fait remarquable, vous vous en doutez. C'est donc une belle collection. Un petit peu triste, peut-être le graphisme de couverture, on aurait peut-être pu faire mieux, mais enfin, ne soyons pas bégueules. Bon, et trop difficile. Et maintenant, sans plus tarder, je vous invite à découvrir le Nonette d'Arnaud Mattei. Vous allez voir, c'est assez surprenant. À tout à l'heure. Mon père était guitariste, mais il y avait un piano à la maison.